vas à chaque fois perdre du temps, et puis quand tu cumules tout ce temps et si tu le valorises en argent, finalement il valait mieux que tu prennes un risque un peu plus supérieur et que tu le prennes pour toi, quoi. Déjà, évidemment, on a un agent immobilier qui va nous donner un peu plus d'informations, et ça, c'est juste hallucinant, le nombre d'informations que je peux avoir à partir du moment où je dis que je suis un professionnel. Et donc, c'est du fonds perdu, clairement, mais ça fait partie du lot, il y a un budget là-dessus quand vous êtes investisseur. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je reçois encore et toujours Arthur Roland, l'un de mes collaborateurs dans Artae Immobilier. Et aujourd'hui, Arthur nous partage 5, pas 1, 2, pas 3, non 5 astuces. Et il n'y aura pas de bonus. Non, nous on n'est pas des rois du marketing. Attendez, restez bien jusqu'à la fin, le bonus, etc. Mais restez bien jusqu'à la fin quand même, parce qu'il nous partage peut-être une première astuce un peu basique, mais après des astuces qui sont un peu plus sympas pour vous aider à, en tout cas, peut-être monter en compétence ou en tout cas vous améliorer dans le monde de l'investissement immobilier, dans votre quête de biens immobiliers, dans votre négo. Voilà, il nous partage 5 astuces que lui aussi, on va dire, qu'il a pu acquérir avec le temps, et en glanant aussi son expérience sur le terrain tous les jours pour le compte de nos clients investisseurs. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute, un bon visionnage si vous nous regardez sur YouTube, et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de podcast préférée, abonnez-vous à nos réseaux sociaux parce qu'on ne sera plus motivé que jamais dès que vous nous donnerez un max de feedback. À bientôt, ciao. Me revoilà donc avec Arthur Roland, responsable des projets immobiliers chez Artae Immobilier. Alors, avec Arthur, on a envie de vous partager, enfin, c'est surtout lui d'ailleurs qui va vous partager 5 aussi, si tu m'as dit. 5 astuces. Tu vois, j'ai déjà oublié. 5 astuces qu'il a acquis, en fait, on va dire issues de l'expérience qu'il a pu acquérir du fait de l'accompagnement des clients chez Artae. 5 astuces qui pourraient vous servir, très franchement, à peut-être, on va le voir, peut-être mieux négocier, peut-être mieux traiter les sujets d'urbanisme, peut-être aussi mieux vous positionner aussi auprès des agents immobiliers, etc. Donc, est-ce que tu veux bien commencer par la première astuce ? Déjà, sur les 5, il n'y en a qu'une seule qui est un peu bateau. Ça, allez, c'est la bonne nouvelle. Commence par la bateau. Et laisse la moins bateau pour la fin. Ok. Ça, c'est pour faire durer les oui. Le watch time, je dirais que la plus bateau, c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais elle est vraie, et moi je l'applique, c'est présentez-vous en tant qu'investisseur professionnel. Quand vous vous adressez à un agent immobilier, finalement à n'importe qui, que ce soit un notaire, un géomètre ou même un marchand de biens qui peut vendre des lots, présentez-vous toujours en investisseur professionnel, même si c'est votre premier souhait d'investissement, toujours se dire ok, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je ne suis pas un particulier qui achète sa résidence principale. Il faut vraiment se différencier de ça. Et moi, je vois la différence. Alors, oui, parce que je suis un professionnel, mais je suis persuadé que ça fonctionne, et je l'ai vu avec d'autres personnes, de se positionner en tant que tel. Déjà, évidemment, on a un agent immobilier qui va nous donner un peu plus d'informations, et ça, c'est juste hallucinant, le nombre d'informations que je peux avoir à partir du moment où je dis que je suis un professionnel. Et puis, on n'a pas besoin de le prouver presque. Ouais. Parce que moi, quand je les ai au téléphone, ils n'en savent rien. Je dis que je bosse à Artae, des fois, je le dis même pas d'ailleurs. Je dis que je travaille pour des investisseurs. Et ça suffit. Et vraiment, c'est un pouvoir pour avoir plus d'infos. L'agent immobilier va se livrer un peu plus et on va pouvoir avoir des infos finalement sur le vendeur. Pourquoi il vend ? On peut le savoir en tant que particulier, mais c'est des fois un peu plus compliqué, où on a une part de la vérité. Et je trouve que c'est un moyen très puissant. Je ne sais pas si toi, tu as pu l'expérimenter, mais c'est... Tu peux parler plus librement, c'est sûr. Je pense que ça débloque un truc dans la relation entre l'agent immobilier, effectivement. Par contre, là où j'aimerais avoir ton avis, c'est si le vendeur, c'est un particulier, comment tu te situes ? Si c'est un direct particulier, direct propriétaire. Ça m'arrive assez rarement, et je pense que je continuerai malgré tout à me positionner en tant que professionnel. Il y a un risque, je pense que c'est qui tout double. C'est-à-dire, ok, bon, j'ai affaire à un pro, il a de l'argent, ça, c'est un peu le risque qu'il peut y avoir. Mais en même temps, montrer de suite qu'on connaît les choses, ça peut calmer et ça peut un peu figer la relation et que ça ne s'envenime pas des masses, on va dire. Ou alors, très souvent, je trouve intéressant quand il y a un direct particulier qui est un peu problématique, ça arrive, finalement, c'est de passer par les notaires. Ils sont là pour ça, c'est leur job. Si vraiment il n'y a pas de discussion possible, c'est peut-être mieux des fois de passer par les notaires. Ils sont là pour ça, pour nous représenter. Et donc, pourquoi pas entamer des négociations à ce niveau-là. Le notaire ? Ouais. Moi, je l'ai déjà fait dans une autre vie, en promotion immobilière. Alors, pas les mêmes enjeux, mais malgré tout,
où on faisait par notaire. Moi, très souvent, en signature d'avant-contrat, c'était assez marrant, je ne disais pas un mot. Je laisse faire les notaires. C'est leur job, ils savent ce qu'ils disent. Notre notaire savait ce qu'on souhaitait. C'est à lui de se mouiller. Et c'est pas facile pour eux des fois. Bah, en fait, c'est clairement pas le rôle de notaire à la base, de faire de la négociation. C'est pas du tout leur rôle. C'est le rôle justement de l'intermédiation, donc des agents immobiliers en l'occurrence, ou des différents intermédiaires. Et quand il n'y en a pas. Voilà, et de l'acquéreur et du vendeur entre eux. Mais normalement, c'est que le notaire n'a pas trop à se mêler de ça. Ok, ça c'était la première astuce bateau. Et la deuxième, qui est un peu moins bateau, c'est sur les bons conseils de notre notaire d'ailleurs, c'est que lorsqu'on fait des changements de menuiserie extérieure, on peut faire une demande de déclaration préalable qui n'est pas obligatoire lorsqu'on fait un remplacement à l'identique. Okay. Et c'est vrai que moi, par habitude, bête et méchant, je le faisais. Et même en agence d'architecture où j'ai travaillé dans le passé, il y avait systématiquement, mais c'était un remplacement à l'identique. Moi, je trouve ça intéressant de le faire malgré tout, même quand c'est pas obligatoire. Donc, si c'est un remplacement identique, comme je disais, c'est que lorsqu'on va revendre le bien, et nous, on pense toujours à nos clients à la revente, nous, on est déjà dans 5, 10, 15, 20 ans, c'est que c'est toujours plus fluide. Parce que si on a un notaire en face qui dit « Ah, ben, où est l'ADP parce que vous avez changé menuiserie ?» et qu'on dit « Oui, mais on a remplacé à l'identique ben, », en fait, rien ne nous le prouve. Bah oui. Donc, je trouve ça toujours intéressant d'aller, même si les notaires vous diront « C'est pas nécessaire », d'aller jusqu'au bout de la démarche, de le faire. Parce que franchement, une DP, c'est pas le bout du monde. Et surtout un remplacement à l'identique, on prend quand même pas trop de risques, mais de se sécuriser la vente plus tard. C'est vraiment le petit tips. Je pense qu'on n'entend pas des masses celui-là. Non, alors déjà, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui font les démarches de manière générale, que ce soit identique ou même s'ils saccagent le truc. De toute façon, s'ils saccagent, ils savent très bien qu'ils font la démarche, ce ne sera pas autorisé, donc c'est pour ça qu'ils ne la font pas la plupart du temps. Puis après, par méconnaissance et fainéantise, effectivement, mais enfin. On le voit, donc c'est pour ça qu'on s'occupe aussi de ça pour nos clients. On le fait. Bon, toi, tu as l'habitude, donc forcément, ça te prend pas beaucoup de temps. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il faut trouver le bon outil, le bon truc. Il y a la paperasse. Enfin, ça reste de la paperasse et de l'administratif. Et les gens, quand même, ont une certaine aversion envers tout ça, quoi. Donc, mais ok, ça, bonne astuce, ça. Un peu moins bateau, tu vois. Changement identique, pas besoin de déclaration préalable de travaux à la mairie. Donc, mais toi, tu suggères de la faire. Et moi aussi, d'ailleurs. Ou de la faire. En fait, il faut garder en tête que faire une DP et un PC, d'ailleurs un permis de construire, c'est censé être accessible à tous. Oui. C'est la loi. Oui. Alors, dans les faits, c'est un peu sport des fois, mais vous allez voir l'adjoint à l'urbanisme ou le technicien qui est à l'urbanisme, vous posez des questions, ils sont là pour ça. Ouais. Ok, très clair. Troisième astuce, l'astuce négociation. Je sais que ça a appelé ça, il y a juste titre. C'est lorsque vous faites une offre d'achat, qu'il y a un peu de monde dessus, ou alors que vous souhaitez négocier un peu fortement, il peut être judicieux de ne pas mettre de conditions de financement, même si vous allez faire un financement. C'est-à-dire que vous vous assurez en amont, bien sûr, que vous serez en mesure d'avoir un financement, donc c'est le côté un peu prise de risque que tout investisseur prend. Donc je m'assure que j'ai mon financement, que je peux l'avoir du moins. Ça c'est fait, je fais mon offre sans condition de financement. De suite, ça va être, on le voit avec des agents immobiliers. Vous passez au-dessus de la pile. Ah, complètement. Et puis après, il faut l'appuyer, il faut l'amener. Il faut aussi le dire, je vais quand même faire un financement. À l'agent immobilier, par contre, il faut savoir être transparent là-dessus. Je vais quand même faire un financement, mais j'en fais mon affaire. Oui, j'en fais pas une condition. Ouais. Et d'ailleurs, si quelqu'un a la réponse là-dessus, parce que moi je ne l'ai pas, j'ai eu le cas dans un rendez-vous avec des notaires où il y aurait un cas de jurisprudence là-dessus, où quelqu'un aurait fait, donc sans condition de financement, aurait fait un financement, ne l'aurait pas eu et aurait réussi, malgré tout, à faire sauter la vente. Ah ouais. Donc c'est un notaire qui a dit ça lors d'un rendez-vous. Je ne suis pas allé vérifier, donc si quelqu'un a la réponse, qu'il le met dans les commentaires, je ne sais où, mais qui nous amène la réponse si je ne pense pas aller la chercher moi-même. Par contre, voilà, attention aussi quand même à bien, comme le disait Arthur, s'assurer d'être finançable en amont, parce que sinon, alors vous ne serez pas obligé d'acheter coûte que coûte, mais vous devrez quand même un bout du prix qui normalement, contractuellement, souvent dans les avant-contrats de 10%, mais sur lequel vous pouvez trouver un accord à couper la poire en deux à 5% à l'amiable normalement avec les vendeurs, on va dire. Surtout si vous avez été sympa, de bonne foi, etc. Après, si vous avez été vraiment un gros connard, au bout d'un moment, vous devez payer 10, vous devez payer 10. Non, mais enfin, je veux dire, c'est clair. Moi, j'ai un problème avec ça, tu vois, avec les gens qui assument pas trop non plus leurs conneries, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec les gens qui font des erreurs, des conneries, se trompent, etc. À partir du moment où ils assument jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu as signé un contrat où tu dois de l'argent, tu as signé un contrat où tu dois de l'argent à un tel, ou quelles sont les conditions. C'est écrit noir sur blanc, en plus, c'est fait pour ça. Ouais. Si tu déconnes, tu sais à combien ça va te coûter, tu sais à quelle sauce tu vas être mangé, tu as déconné, tu payes.
Voilà, et c'est comme ça en fait. Donc après, oui, tu peux essayer de rentrer en négo et autres, mais en fait, le vendeur ne te doit pas la négo, quoi. Enfin, je veux dire, contractuellement, voilà. Mais pour éviter souvent, parce que malheureusement, on a en France des procédures longues et autres, il y a toujours intérêt d'entente qui se trouve entre les deux parties. Mais malheureusement, je trouve que c'est dommage parce que si on a signé un truc, on l'assume, quoi. Voilà. Puis ça va à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Mettez-vous à la place, vous êtes un investisseur pro. Oui. Donc en fait, ça va un peu à l'encontre de tout ça. Bien sûr, vraiment. Ça fait partie du lot. De la même manière que y a quand un promoteur immobilier bosse sur un projet, il paye des géomètres, des architectes, etc. Pour des projets qu'il ne fera jamais. Complètement. Donc, voilà. Et donc, c'est du fonds perdu, clairement. Mais ça fait partie du lot. Il y a un budget là-dessus quand vous êtes investisseur. Et l'avant-dernière, on est sur Enedis. Mes chers amis. Alors, je sais pas si on a des. Je sais pas si tu aurais peut-être pu la garder pour la fin. Ah ouais? Non, peut-être. Vas-y, je rigole. Ah ouais, tu trouves? Non, je sais pas quelle est la dernière en fait. donc voilà. Bon, alors, Enedis, je sais pas si on a des auditeurs qui travaillent chez Enedis. Et d'ailleurs, si on en a, contactez-nous. Alors, je vais te raconter un truc que je t'ai pas raconté. Hier, parce que j'ai un souci avec, sur un projet de marchand, là, ça n'avance pas, etc. Et hier, j'ai appris que la responsable de copropriété que je mettais syndic sur l'immeuble dans lequel j'ai un problème, bosse chez Enedis. Son mari était responsable des chargés d'affaires chez Enedis, dans le département. Le Saint Graal. Et je ne le savais pas. Et ça fait des mois et des mois que je galère, etc. Voilà. Mais c'est dingue. Bon, voilà. Alors, en tout cas, on a un rendez-vous début juillet. Et ça, franchement, c'est ça, si vous avez des... Et là, on est quoi? Attends, parce que je dis début juillet, mais bon, l'épisode, je sais pas quand il va sortir, mais on est fin juin, quoi. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on a un rendez-vous. En gros, Enedis, on a eu le cas, et moi, ça m'a servi de leçon d'apprentissage aussi. C'est lorsque vous avez une opération typiquement de marchand de biens. Moi, j'ai des biens off-market sur des opérations marchand de biens. Donc, c'est super, je me positionne en amont, c'est top. Le problème, c'est que le compteur ne sont pas posés. Et surtout, je vais parler à Toulouse, en région toulousaine, parce que les autres régions, je ne sais pas comment ça se passe, mais apparemment, il y aurait eu, pas à dire de bêtises, mais c'est le retour que j'ai eu, pas mal de départs de salariés. Donc, il faut les remplacer et c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils recrutaient 1000 personnes là dans les années à venir, sur Toulouse. Franchement, postuler, ça arrange. Ça va nous arranger. Et en fait, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des délais de 6 mois à 1 an et demi, si ce n'est plus dans certains cas, ce qui est juste abyssal. C'est-à-dire que les travaux sont largement terminés, les biens sont prêts à vivre, qu'on ne peut pas les louer. Bah, nous, c'est notre cas. Voilà. Donc, moi, j'ai eu le cas où on a des clients aujourd'hui, et je les salue d'ailleurs, Arnaud en l'occurrence, si tu vois ce podcast, qui sont obligés d'attendre. Et c'est le meilleur problème que d'attendre, contrairement à plein d'autres problèmes qu'il peut y avoir dans l'immobilier. Franchement, c'est le meilleur problème. Je sais que c'est pénible. Oui, parce que tout est verrouillé, quoi. C'est juste une question de timing derrière. C'est pénible, mais on est obligé d'attendre. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est donc l'astuce, on va y venir, c'est que lorsque vous avez une opération de marchand de biens, ou du moins qu'il n'y a pas de compteur Enedis, assurez-vous déjà de le savoir. Et que si ce n'est pas fait, de vous dire, OK, je vais peut-être aller chercher d'autres biens si je suis pressé, ou si je vais là-dessus, je sais que ça peut être très long. Ouais. Donc, c'est vraiment prendre son mal en patience. C'est littéralement ça. Ça permet de faire le tour des banques pour chercher un meilleur taux à la limite. En attendant, faut trouver le moyen de s'occuper. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que ce que tu dis, je rebondis là-dessus parce qu'on a le cas des fois, comme on traite quand même beaucoup de volume, on a des cas qui sont anecdotiques pour le commun des mortels, on va dire, mais pour des gens qui sont professionnels du immobilier un peu moins. Les gens sont jamais pressés au départ et sont toujours très pressés à la fin. En fait, tu vois, c'est toujours un peu non, mais on a le temps. Et puis finalement, plus le temps avance, ils ont toujours le temps, mais dès qu'ils sont engagés sur un truc, il faut que ça aille vite. Et des fois, on n'a pas le choix parce qu'on est tributaire. Voilà, c'est l'IMO. Il y a des délais légaux qui sont incompressibles. Il y a des procédures qui sont incompressibles. Il y a des délais de préemption. Il y a des problématiques de syndic quand t'es en copropriété, etc. Alors, c'est sûr qu'acheter un bien en monopropriété, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est sûr. Déjà, en copropriété, c'est beaucoup plus complexe, plus de paperasse, plus d'obligations, plus de transparence sur les charges, les machins, etc. Donc, c'est bien. Au bout d'un moment, surprotéger le consommateur, c'est vrai que ça met de l'inertie partout. Et je pense qu'in fine, ça coûte. Quand on met tous les... C'est un peu comme les assurances. Tu t'assures toute ta vie, il se passe rien, mais tu as perdu des dizaines de milliers d'euros. Là, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que tu vas à chaque fois perdre du temps, et puis quand tu cumules tout ce temps et si tu le valorises en argent, finalement, il valait mieux que tu prennes un risque un peu plus supérieur et que tu le prennes pour toi, quoi. Tout compte fait, ouais. Dernière anecdote. La dernière, donc, c'est au niveau de la négociation lorsque vous avez un locataire en place ou que lorsqu'il n'y en a pas. Moi, quand il y a un agent immobilier, souvent, il me dit... alors, très souvent, quand il y a un locataire, ça les embête un peu. Et certains agents immobiliers me disent
Ah, vous avez de la chance, il y a un locataire. Oui, c'est fou ça. Ouais, Non, mais moi, je vois ce que tu veux dire. Quoi qu'ils me disent, Ouais. ça m'ira pas. Ouais. C'est-à-dire que si un locataire, je vais leur dire non, ça me va pas Mm. parce que je ne peux pas maîtriser mon loyer tout de suite et je ne peux pas rénover tout de suite. Ouais. Et s'il n'y a pas de locataire, je vais dire la même chose, je vais dire ah ben c'est dommage, j'aurais aimé le louer rapidement. Bon, évidemment, c'est des petites techniques négo, Oui. peut-être qu'elles sont un peu plus connues celles-là, mais ça marche vraiment bien. Et je vois le désarroi des agents immobiliers quand il y a un locataire, très souvent location nue, mal loué. Oui. Là, c'est le super combo. Ouais. Et là, c'est un désarroi total et ce sont des billes pour vous pour aller chercher la négo. Clairement, ok, ouais, ben, ça se loue mal. Ok. Ouais. Et, allez, une bonus, là qui me vient juste, les indemnités d'éviction. Lorsque vous avez un locataire en place, ça peut être intéressant. Alors ça, vous ne pouvez pas le faire en amont. Là, je vais peut-être m'avancer dans quelque chose, mais je crois qu'on est dans une clause potestative, si je ne dis pas de bêtises, où ça va dépendre de la volonté de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inclure cette condition suspensive dans l'offre d'achat, mais vous en ferez votre affaire une fois l'avant-contrat signé à la limite. C'est-à-dire que vous rédigez une convention et vous proposez au locataire de partir contre une somme d'argent que vous aurez définie avec lui, que ce soit bien écrit, bien sûr, et ça vous permet évidemment de récupérer le logement plus tôt et peut-être d'avoir fait une belle négo. Bah oui. Ça, c'est vraiment... c'est la meilleure façon de récupérer un bien quand on veut sortir locataire. Et bien sûr, chez Artae, nous, on intègre cette indemnité d'éviction, on l'intègre dans notre tableau, il n'y a pas de surprise, on sait où on va, mais on a vraiment des armes pour négocier. Ok, très clair. Voilà. Merci pour ces 5 astuces, Arthur. Plus Il bonus. n'y a pas de bonus? Bah si, je viens de le dire. Ah, mais un vrai bonus. Genre Ah non, parce que ça a découlé un peu de la 5e, ouais, tu mais vois. c'était ça, j'en ai pas... Ah ouais, t'as 6. Ok. On peut pas la découper, tu vois, de manière isolée, c'est un peu... Non, franchement, là, j'en aurai d'autres une autre fois, bon, ok. si, au besoin. Ah, mais ça ira très bien. Partagez ces 5 astuces d'Arthur autour de vous. On en fera peut-être des petits TikTok, ça peut nous permettre de nous booster sur TikTok. Même moi, sur les réseaux, j'allais dire suivez-moi, mais... Suivez Arthur, il ne partage absolument rien sur les réseaux. C'est pas bien, il le sait. Ouais. C'est pas bien. Ça va changer. Mais je sais pas trop comment, mais ça va changer. C'est quoi ton blaze? Je crois que c'est Arthur.artaimmobilier. On va taper Arthur Artae sur Instagram. Alors, on dit les réseaux, mais c'est sur Instagram en vrai. Oui. Tapez Arthur on va Artae commencer tranquille. sur Instagram. Et suivez Artae aussi, d'ailleurs, de manière générale. Suivez Moneytree, suivez tout le monde. Suivez qui? Tant que vous suivez pas Mélenchon, c'est bon, quoi. Non, mais franchement... Essayez de me suivre, ça me donnera peut-être envie, mais de toute façon, c'est l'objectif 2024-2025, de toute façon, bouger sur les réseaux. Et suivez-le et tous les jours, il dit mais c'est quoi ce bordel, il n'y a pas de contenu là. Qu'est-ce que tu fous, Arthur? Qu'est-ce que tu fous, Arthur? Qu'est-ce que tu fous? Bon, allez, merci encore à tous. Ciao, ciao.